En 1945 ont eu lieu les missions de bombardement les plus singulières du XXe siècle. Et, en plus de l'armement atomique lui-même qui a été utilisé lors de ces missions, les avions qui les ont menés étaient eux aussi tout à fait uniques. Vous pourriez penser qu'il s'agissait simplement de Boeing B-29, mais il s'agissait en réalité d'une série spéciale appelée Silver Plate. Et aujourd'hui, vous allez découvrir exactement quels étaient ces avions. Générique. Vous en avez sûrement déjà vu dans des films, séries, jeux vidéo ou livres. Voici le casque tropical, le Tropenhelm de l'Africa Corps. Ce type de casque tropical a été développé par les puissances européennes pour être utilisé dans leurs colonies en Afrique et en Asie. Cet exemplaire, nommé Tropenhelm, a été conçu spécialement pour le Deutsche Afrika Korps, l'armée du général Hermann. Et cette pièce ici, qui a déjà fait partie du décor de la salle de guerre, peut maintenant être à vous. Parce que le billet pour participer ne coûte que 5 ré. Vous pouvez en acheter autant que vous voulez via le lien dans la description ou le QR code à l'écran. Alors dépêchez-vous, assurez-vous d'avoir vos billets, car je vais faire le tirage dans peu de temps, d'accord ? Alors bonne chance. Les missions atomiques qui ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale ont coûté au total environ 5 milliards de dollars en valeur de 1945. Parce que 2 milliards de dollars sur ces 5 ont été dépensés pour le développement de la bombe atomique, et les 3 autres milliards de dollars, à votre avis, où pensez-vous qu'ils ont été dépensés ? Ils ont été dépensés dans le développement de cet avion. Ici, le Boeing B-29 Superfortress, c'est bien ça. Le Boeing B-29 a coûté plus cher à développer que la bombe atomique elle-même. Et oui, c'est bien le projet le plus cher de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi une plateforme éternellement connue qui a ouvert la voie à ce que l'on appelle les bombardiers stratégiques mondiaux. Des aéronefs capables d'atteindre virtuellement n'importe quel point du globe, et qui sont devenus si courants pendant la guerre froide. Le B-29 a coûté tellement cher à développer parce qu'il devait vraiment remplir un ensemble de fonctions. Aucun avion de l'époque n'aurait pu, même de loin, atteindre des cibles à de très longues distances à travers le Pacifique. Et en faisant tout cela, en volant à une altitude de 10 000 mètres au-dessus de la portée de la DCA ennemie et aussi des chasseurs ennemis. Et tout le processus de bombardement ainsi que la défense de l'appareil était informatisé. Il s'agissait d'ordinateurs analogiques, pas de numérique comme aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est que l'ensemble de la technologie embarquée dans le Boeing B-29 était bien supérieur à celui de tout autre appareil de l'époque. Et tout cet ensemble de nouvelles technologies intégrées dans un seul appareil n'a évidemment pas abouti à un processus de développement fluide. Le premier vol du Boeing B-29 a eu lieu le 21 septembre 1942. Et quelques semaines plus tard, le premier prototype s'est écrasé lors d'un vol d'essai, tuant des dizaines de personnes à bord ainsi qu'au sol. Et ce projet extrêmement coûteux ici, qui avait des débuts à l'époque peu prometteurs, contrastait avec un autre projet qui avait également coûté très cher, mais qui, justement, à cette même époque, prenait son envol, faisait ses premiers pas pour pouvoir atteindre les résultats attendus. Celui-ci était le projet Manhattan, le développement de la bombe atomique, qui, quelques jours après le premier vol du Boeing B-29, a nommé son directeur. Finalement, Robert Oppenheimer, un physicien de Californie, qui finirait par organiser tout le projet de construction de la bombe atomique et en ferait à la fin un succès. Dès le début de sa direction, Robert Oppenheimer a choisi la région de Los Alamos, au Nouveau-Mexique, pour y construire le laboratoire chargé de produire la bombe atomique. Et seulement 90 jours après cet événement, ici, le premier vol du Boeing B-29. Le physicien italien Enrico Fermi a fait fonctionner à Chicago le premier réacteur nucléaire de l'histoire, montrant à de nombreux membres du gouvernement que cette science si mystérieuse, la physique subatomique, pouvait réellement aboutir à une véritable arme.
Alors, au premier semestre de 1943, dans le tout nouveau laboratoire de Los Alamos, l'équipe d'intégration et de livraison du projet, dirigée par le physicien Norman Ramsey, a élaboré le premier schéma de ce qui allait devenir une bombe atomique. Et ce premier modèle était assez long, environ 5 mètres et 70 cm de longueur. Il avait cette forme de poteau, qui a fini par être surnommé Thin Man, ou l'homme maigre. La bombe Thin Man devait utiliser une ogive de plutonium-239 avec une détonation balistique. Autrement dit, un générateur de neutrons fixé à l'autre extrémité devait tirer un neutron sur toute cette distance et frapper l'ogive de plutonium juste à cette extrémité. Voilà à ce moment-là de l'histoire. Ce modèle d'arme était considéré comme le plus viable et, par conséquent, il fallait un avion capable de transporter une arme de cette taille. Comme alternative secondaire, un modèle de sécurité. Les scientifiques de Los Alamos ont également développé une bombe circulaire appelée dispositif à implosion. Dans ce dispositif, le noyau ou ogive de plutonium serait placé au centre et comprimé par la détonation de plusieurs charges explosives dirigées vers le centre. Cela ferait alors imploser le noyau, le comprimer, et cette compression déclencherait l'arme. Ce schéma-ci était beaucoup plus complexe que le premier et, par conséquent, à cette époque, il n'a été considéré que comme une alternative secondaire. Et quand a-t-on commencé à envisager que l'aéronef pourrait transporter ce type d'armement ? Un seul avion dans l'arsenal allié dans le monde entier, considéré justement comme le bombardier britannique Avro Lancaster, ce quadrimoteur produit en Angleterre, qui était pleinement utilisé par le commandement de bombardement de la Royal Air Force lors de missions de bombardement quotidiennes sur l'Allemagne. C'était le seul au monde à posséder une seule soute à bombe. Un seul compartiment mesurant 10 mètres de long. 10 mètres de long suffisait pour transporter aussi bien la Thin Man que la Fat Man. La bombe grosse ou l'homme gros, c'était le surnom donné à l'engin à implosion. Cependant, l'utilisation du Lancaster posait quelques inconvénients. Le premier était que ce n'était pas un avion américain, ce qui obligeait donc à adopter un système étranger, ce qui compliquerait un peu la formation des équipages. Un autre facteur était justement la limitation de l'autonomie opérationnelle du Lancaster ainsi que son plafond opérationnel, qui était bien plus bas que le plafond opérationnel, attendu pour l'exécution de missions atomiques, justement dans la zone des 10 000 mètres d'altitude, comme je l'ai déjà dit, hors de portée de la DCA et hors de portée des chasseurs ennemis. Alors, en juin 1943, ce physicien ici, Norman Ramsey, justement le chef du groupe d'intégration et de développement des armements du projet Manhattan, a décidé que le Lancaster ne serait pas utilisé pour livrer les bombes atomiques. Et oui, un autre avion qui était encore en phase expérimentale, appelé Boeing B-29. Le général Leslie Groves, commandant du projet Manhattan, a validé le choix de Norman Ramsey. En grande partie parce que le B-29 représentait l'utilisation d'une alternative américaine pour la livraison des armes. Pour lui, cela paraissait plus adapté que d'utiliser un avion britannique. Et le mois suivant, en juillet 1943, Boeing a livré le premier exemplaire du Super Fortress à l'armée de l'air des États-Unis. Et alors, Groves est allé à Washington pour parler avec le général Hap Arnold, commandant des forces aériennes de l'armée, et l'informer de l'existence du projet. Manhattan, voilà le niveau de citoyenneté et de secret du projet. Étant donné qu'à ce stade, même le commandant des forces aériennes de l'armée ne savait pas qu'un projet de développement d'une bombe atomique existait aux États-Unis. Ainsi, en septembre 1943, Groves et Arnold ont accepté de modifier 3 exemplaires du Boeing B-29 pour transporter des maquettes des bombes atomiques, qui étaient encore loin d'être prêtes. À l'origine, le projet visait à modifier les B-29 pour qu'ils puissent transporter des armes atomiques. Il a été nommé Silver Plated, soit plaqué argent. C'était une allusion aux B-29 eux-mêmes, qui avaient reçu cette finition argentée, préférée à une autre finition. Olive drabe, c'est-à-dire vert olive, très utilisé en Europe.
Cependant, de façon informelle, les personnes du projet ont fini par l'appeler non pas silver-plated, mais simplement silver-plated, et le nom silver-plated a donc été adopté de façon définitive. Malgré ce choix définitif, le nom silver-plated, en raison du haut niveau de secret entourant tout ce qui concernait les bombes atomiques, n'a pas été officiellement enregistré auprès du département de la guerre. Cela a donc créé une autre confusion, car un autre projet d'une autre agence a reçu le nom de silver-plated. Et à cause de cet incident, le général Arnold lui-même a dû appeler le département de la guerre et forcer l'autre agence à abandonner le nom silver-plated et à en donner un autre à son projet. Et pour tromper toute personne qui aurait déjà vu le nom silver-plated, il a été affirmé que ce projet concernait une modification spéciale d'un wagon Pullman, un luxueux wagon ferroviaire pour passagers. Franklin Roosevelt utilisait le Thin Man, l'homme maigre, et Winston Churchill le Fat Man, l'homme gros. Et le 30 novembre 1943, le B-29, avec le numéro de série 5BW4 126 259, surnommé Pullman en raison de la fausse histoire du wagon de train et qui appartenait à l'époque au groupe de bombardement. 468 à la base aérienne de Smoky Hill, au Kansas, a été sélectionné pour être envoyé à la base aérienne de Wright Field, dans l'Ohio, et subir les modifications qui en feraient le premier B-29 silver-plated. Et là-bas, dans l'Ohio, les modifications ont commencé à être effectuées sur le Pullman le 2 décembre de cette année-là, et ces modifications ont été extrêmement étendues et ont demandé beaucoup de travail, la plus marquante d'entre elles étant l'union. La jonction des deux soutes à bombe du B-29, chacune mesurant 3,70 mètres, en une seule grande soute à bombe de près de 10 mètres dans cette nouvelle, gigantesque et unique soute à bombe. La bombe Thin Man, ou homme maigre, serait installée à l'arrière du compartiment à bombe, tandis que la bombe Fat Man, la ronde, serait installée à l'avant du compartiment. En plus de l'augmentation drastique du compartiment à bombe, de nouveaux mécanismes de suspension et de largage des bombes ont été développés et installés. Mais des essais pratiques étaient nécessaires pour savoir si ces mécanismes étaient fiables ou non. Après avoir terminé les modifications, le Pullman a ensuite été acheminé vers la base aérienne de Muroc, en Californie, où, le 20 février 1944, il a enfin entamé sa phase de test. Avec le lancement des simulacres de Thin Man et de Fat Man, 24 vols d'essais de largage ont été effectués et, dans l'ensemble, ils ont été assez décevants. Lors du dernier de ces vols, le 16 mars, la Thin Man s'est même détachée de l'avion en plein vol, alors que les portes de la soute à bombe étaient encore fermées. Cela a causé des dégâts très importants au Pullman, ce qui a nécessité son retour à Wright Field, dans l'Ohio, pour maintenance. Face à un tel échec, les Américains ont alors décidé d'utiliser sur les Silver Plates les mécanismes de suspension et de largage de bombes développés par les Britanniques, utilisés sur les Lancaster pour le largage des grosses bombes Tallboy. Et enfin, après des mois de réparation et aussi l'installation de ces mécanismes britanniques, le Pullman est retourné en Californie en juin 1944 pour une nouvelle série de tests. Cette fois, les essais ont été réalisés avec beaucoup plus de succès. Même si Fat Man, la grosse bombe, se comportait encore de manière très erratique dans les airs, jusqu'à ce que les ingénieurs développent ce type de stabilisateur pour l'armement. Cette queue, aujourd'hui très célèbre, composée de 8 stabilisateurs séparés par 45 degrés, est devenue connue sous le nom de parachute de Californie ou California Parachute. Elle a été adoptée officiellement pour la coque aérodynamique de la bombe Fat Man. Mais alors, justement quand les choses commençaient à fonctionner, le projet Manhattan a subi un grand coup dur. Parce que c'est justement à cette époque que ce scientifique appelé Emilio Segre a découvert que le plutonium qui était fabriqué dans le réacteur de Hanford. Le réacteur développé par Enrico Fermi avait en fait un taux de fission beaucoup plus élevé que ce qui était attendu auparavant. Cela s'est produit parce que le plutonium qui avait été initialement analysé par les physiciens à Los Alamos provenait d'échantillons extrêmement purs, fabriqués dans un cercle universitaire de Californie.
À la réception des premiers échantillons de plutonium du réacteur de Fermi, on a constaté une forte contamination au plutonium-240, ce qui augmentait notablement le taux de fission par minute. Sans entrer dans trop de détails de physique à ce stade. Cela signifierait que l'arme Thin Man devrait avoir un canon beaucoup plus long pour accélérer une des extrémités contre l'autre. Et cela voudrait dire qu'il faudrait un avion avec une soute à bombe encore plus grande que 10 mètres. Et la conclusion de tout cela fut que Robert Oppenheimer ordonna l'abandon complet du modèle Thin Man. L'abandon du Thin Man fit que la Fat Man devienne la seule alternative entre les mains des scientifiques de Los Alamos. Et, à partir de ce moment-là, elle devint la principale à être développée dans le cadre du projet Manhattan. Mais pour utiliser l'uranium-235, l'élément fissile qui était en cours de production dans le cadre du projet. On a alors développé une arme balistique plus courte, appelée Little Boy ou Petit Garçon, en raison de la différence de taille entre les deux dispositifs. Au lieu des 5,70 m du précédent Thin Man, le nouveau Little Boy ne mesurait que 3 mètres de long. Et puisque maintenant Fat Man et Little Boy avaient des longueurs similaires, il n'était plus nécessaire d'avoir une seule grande soute à bombe de 10 mètres, ce qui a fait que le Pullman est revenu à sa configuration d'origine avec 2 soutes à bombe séparées, retrouvant ainsi ses 2 soutes à bombe d'origine. Le Pullman a donc été envoyé début décembre 1944 à la base aérienne de Wendover, dans l'Utah, où était basé le tout nouveau 509e groupe composite. L'unité chargée d'effectuer les bombardements atomiques fut placée sous le commandement du colonel Paul Tibbets, le pilote de bombardier le plus expérimenté de l'armée de l'air des États-Unis. Depuis plusieurs mois, il dirigeait l'entraînement des B-29. Cette année-là, Tibbets avait déjà fait face au refus des équipages de voler sur ces avions, jugés dangereux. Modèle. Découvrez cette histoire passionnante dans notre vidéo sur le B-29 Lady Bird, juste ici en haut. Mais contrairement au groupe composé 509 qui ne faisait que commencer sa vie, avec beaucoup de succès opérationnel, le Pullman, le premier des Silver Plates, a fini par être endommagé et mis au rebut après un accident lors d'un atterrissage à la toute fin de décembre 1944. Mais 4 mois avant cela, le 22 août de cette année-là, le feu vert a été donné pour la fabrication d'une nouvelle série de Silver Plates à l'usine de B-29 de Martin à Omaha dans l'État du Nebraska. Les 3 premiers exemplaires de ce deuxième lot ont été envoyés à la base aérienne de Wendover en octobre 1944, déjà équipés de systèmes de suspension pour les bombes installés dans la soute avant de l'appareil, puisque la soute arrière était occupée par des réservoirs de carburant supplémentaires, pour augmenter encore davantage l'autonomie des Silver Plates dans la cabine de ces appareils. Une position supplémentaire a également été créée pour un membre d'équipage appelé Botulage Kenaiat Fele Weaponnier, ou artilleur, qui était la personne responsable de la maintenance, et aussi de l'armement final des bombes atomiques en vol. Le deuxième lot de Silver Plates a été complété avec la fabrication de 17 appareils de ce type, qui ont ensuite été soumis à une intense série d'entraînements et de tests. En février 1945, ces 17 appareils avaient déjà été soumis à tant de vols et à un tel stress structurel qu'ils ont dû être renvoyés à l'usine pour maintenance. Ce qui a conduit à la commande d'un 3e lot de Silver Plates, ce 3e lot comprenant initialement 15 appareils qui ont été livrés à l'escadron de bombardement 393, une unité du 509e groupe composite. Ce seraient les avions de combat, ce qui effectuerait réellement les missions atomiques sur le Japon, et cela pendant le processus de réception de ces bombardiers. Paul Tibbets s'est personnellement rendu à l'usine et a parlé avec le chef de la chaîne de production, lui demandant lequel de ces avions. Là-bas, c'était le meilleur, respectant le plus les paramètres et ayant eu le moins de problèmes. Le chef a alors désigné le B-29 numéro de série 4400 86 292, en disant que de tous les Silver Plates fabriqués dans ce lot, celui-ci était le meilleur avion. Et cet avion-là deviendrait par la suite le célèbre Enola Gay,
que Tibbets piloterait personnellement lors de la mission de bombardement contre la ville d'Hiroshima. Les nouveaux Silver Plate du troisième lot étaient des appareils bien plus avancés technologiquement que leurs prédécesseurs, qui effectuaient déjà des bombardements incendiaires sur le Japon. Ces avions étaient équipés d'hélices à pas réversibles Curtiss électriques, qui permettaient d'inverser le flux de poussée de l'appareil, aidant considérablement au freinage, ce qui faisait que ces B-29 nécessitaient une piste un peu plus courte que d'habitude. Les portes des compartiments à bombes de ces Silver Plate étaient également équipées d'actionneurs pneumatiques, ce qui permettait une ouverture et une fermeture beaucoup plus rapides de ces compartiments. Et à l'intérieur des compartiments à bombes, on a installé des systèmes de suspension et de largage britanniques de type F, avec un déclenchement redondant, à la fois mécanique et électrique. Et ces avions ont également reçu de nouveaux moteurs, Wright R30-350-40 et un beaucoup plus fiable que ceux de la série standard du B-29, qui était le même équipé d'une injection directe de carburant. Enfin, comme vous pouvez le voir sur cette photo de l'Enola Gay ici, ces Silver Plate n'avaient pas non plus de tourelles défensives d'armement et une grande partie de leur blindage avait également été retirée, pour économiser du poids et augmenter la portée opérationnelle, puisque tous devaient en voler à 10 000 mètres hors de portée de toute réaction japonaise possible. L'histoire des Silver Plate est fantastique et je suis sûr que vous avez envie d'en savoir plus sur ces avions. Vous aurez cette opportunité en voyageant avec la salle de guerre lors de la mission Atom 2025 qui partira pour les États-Unis en octobre de cette année, dans le cadre de la mission Atom. Vous pourrez voir de près ce protagoniste de l'histoire militaire, le B-29 Enola Gay, qui est conservé au musée Smithsonian à Washington. Et là-bas, nous verrons aussi toute une série d'intercepteurs japonais qui ont combattu les B-29. Après cela, je vais t'emmener au Nouveau-Mexique, où nous allons visiter la ville de Los Alamos, là où la bombe atomique a été développée. Et nous allons visiter la maison de Robert Oppenheimer, le directeur du projet. En plus, je vais t'emmener visiter le site d'essai Trinity, à l'intérieur de la base de White Sands, qui n'ouvre aux touristes qu'un seul jour par an. À partir de mars 1945, tous les Silver Plate ont été placés sous le commandement du projet Alberta, qui était l'extension du projet. Manhattan transféré dans le Pacifique aux îles Mariannes pour préparer les bombardements atomiques. À cette époque, les équipages du 509 ont commencé à s'entraîner avec les bombes Pumpkin, ou bombes citrouille, qui étaient des répliques parfaites en forme et en poids de Little Boy et aussi de Fat Man. Ces missions, qui ont été réalisées aussi bien aux États-Unis que dans le théâtre d'opération du Pacifique, visaient à entraîner les équipages à toutes les étapes du processus de largage d'une bombe atomique. Ainsi, plusieurs de ces armes ont été larguées sur le Japon tout au long du mois de juillet 1945, mais ensuite, au début du mois d'août de cette année-là, les deux bombes atomiques sont finalement arrivées aux îles Mariannes, et les Silver Plate ont enfin pu être utilisées pour leur mission principale. Le 6 août 1945, la première mission atomique réelle a décollé des Mariannes et a largué la première bombe atomique, Little Boy, sur la ville d'Hiroshima. Cette mission a été accomplie et considérée comme un succès total, car l'arme a explosé exactement au point prévu dans la ville en dessous, provoquant une destruction quasi totale d'Hiroshima, qui a pratiquement disparu de la carte. 3 jours plus tard, le 9 août, un autre Silver Plate, appelé Boxcar, a décollé transportant la bombe Fat Man, qui a été larguée sur la ville de Nagasaki. Cette mission a toutefois rencontré des obstacles et l'arme a été larguée en périphérie de la ville, loin du point zéro initialement prévu. Et si vous voulez connaître en détail ces deux bombardements atomiques, d'ailleurs toute l'histoire de la bombe atomique, vous pouvez regarder notre vidéo ici, en cliquant juste ici en haut. Après les deux bombardements atomiques, le Japon s'est rendu quelques jours plus tard, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. Au total, 46 Silver Plate ont été fabriqués pendant la guerre et parmi ceux-ci, ils ont fini par intégrer les rangs du groupe composé 509. 19 autres Silver Plate de ce troisième et dernier lot ont été livrés depuis la fin de la guerre jusqu'en décembre 1947.
Et au total, 65 silver plates ont été fabriqués, dont 57 par Martin à Omaha, dans le Nebraska, et 8 autres par Boeing à Wichita, dans le Kansas, tous ces silver plates. Ils servaient à la base aérienne de Roswell, au Nouveau-Mexique, devenu après la guerre le nouveau foyer du groupe. Composé du 509e, la seule unité atomique de la planète à cette époque. Et en 1947, le nom Silver Plate a été abandonné au profit du nouveau nom de code Saddle Tray. Cela a fini par impliquer la modification des bombardiers B-29, B-50 et B-36 pour transporter des bombes atomiques. Mais seulement 2 ans après, en 1949, l'histoire des Silver Plates toucherait à sa fin, avec la mise à la retraite des B-29 et leur remplacement par les nouveaux B-50, une variante bien plus efficace. Développée et utilisée pendant la guerre de Corée, aujourd'hui seuls 2 Silver Plates originaux sont encore préservés, précisément ceux qui ont été les protagonistes des 2 bombardements atomiques. L'Enola Gay à Washington au musée Smithsonian, que nous allons découvrir de près lors de la mission Atom. Le boxcar est conservé à Dayton, Ohio, dans un grand musée de l'aviation, visible dans notre vidéo ci-dessus. Et vous, connaissiez-vous déjà l'histoire des B-29 Silver Plate ? Saviez-vous les détails qui différenciaient ces B-29 atomiques de ceux de la série régulière de la campagne de bombardement incendiaire ? Dites-le nous dans les commentaires, comme toujours. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et mettez-nous aussi un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner à la salle de guerre pour ne rien manquer. Je m'arrête ici, je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous envoie une chaleureuse accolade de la salle de guerre.